Nous sommes à 3 jours de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle et quelques citoyens redoutent des scènes de violence vu la tension qui prévaut depuis que certaines candidatures ont été invalidées. Mais tout se prie pour que la paix règne dans notre pays. Reportage El Haj Malik Sissé. La campagne électorale sous les feux des projecteurs, chacun y va avec ses commentaires. La peur bleue s'installe chez les populations. Elles sont déjà inquiètes. On peut dire qu'il y aura des tensions parce que les partisans des candidats recalés, ils essaieront coûte que coûte de salir la campagne des autres candidats. Si on se réfère à ce que nous transmettent les médias, journaux, télévision et radio, il y a lieu de s'inquiéter quand même. S'il y a des invectives, des insultes, ce qui intéresse le Sénégal, c'est les programmes que doivent dérouler les candidats. Aïssatou Fall, commerçante, est loin d'être optimiste, mais la paix, rien que la paix, c'est ce qu'elle souhaite. Si j'ai des inquiétudes, mais il faut la paix seulement, on demande la paix. On ne veut pas la violence. Trouvé à la zone B, Seydou Camara marche à grands pas. Le sectagénaire est très pressé. N'empêche, il a glissé quelques mots. Et pour lui, pas de souci à se faire. Tout se passera bien. Il n'y a aucun problème. Je pense que la campagne va bien se dérouler. Et je crois qu'il n'y aura pas de problème, je crois bien. Même les étrangers qui vivent au Sénégal surveillent de très près la présidentielle du 24 février prochain. L'un d'entre eux, sous le couvert de l'anonymat, se dit très stressé. Personnellement, j'ai laissé des parents chez moi, dans mon pays, et je suis venue ici pour les études et me rendre compte que l'année où je suis arrivée, c'est l'année où il y a les élections. Et avant même les élections, il y a des trucs qui se passent dans la ville. C'est vraiment effrayant parce que les nouvelles nous parviennent, on ne sait pas comment faire, s'il faut rentrer ou s'il faut rester et tout, on ne sait pas comment faire. Donc du coup, ça nous stresse vraiment. À 3 jours du début de la campagne électorale, les avis sont partagés. Certains prédisent une campagne âpre émaillée de violence et pour d'autres, la campagne électorale va se dérouler normalement. El Haj Malik Sissé, cet après-midi à 15h, notez bien la conférence de presse du Grand Serigne de Dakar. Pape Ibrahima Diagne va se prononcer sur les questions d'actualité. Faisons maintenant le point sur le retrait des cartes d'électeurs dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao. À quelques jours du scrutin présidentiel, des milliers de cartes d'électeurs sont en souffrance donc dans les commissions, suffisant pour que l'autorité administrative lance un appel aux citoyens pour qu'ils aillent retirer leurs cartes. Le reportage de Boudan Ndiaye. Moussa vient de retirer sa carte d'identité nationale avec un ouf de soulagement. Je suis venu à maintes reprises pour retirer ma carte d'identité, mais à chaque fois, on me donne des informations que je n'arrive pas à comprendre. C'était vraiment difficile. Alhamdulillah, j'ai retiré ma carte d'identité. Comme ce jeune homme, ils sont nombreux à ne pas encore retirer leur carte nationale d'identité. Les cartes sont en souffrance, surtout dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao, nous dit le président de la commission de retrait des cartes. Au début, il y avait assez de monde, mais depuis un mois, les gens viennent en masse. Mais il reste toujours. Parce que je disais par jour 31 cartes par jour, des fois 31, des fois 24, des fois 35, des fois 40, mais toujours les cartes restent. Il y a beaucoup de cartes en ce moment, Le président en profite pour lancer un appel à la population pour qu'elle vienne retirer leurs cartes. Ce que je demande aux citoyens de retirer les cartes de la voiture et d'avoir les chercher. Ça, nous sommes là de 8h à 18h. Je suis là à 10h30, 23. Dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao, des milliers de cartes sont en souffrance. Au niveau de la commission de retrait des cartes, au centre Jacques Chirac de Thiaroye, le sous-préfet, en collaboration avec les présidents des commissions, lance un appel aux habitants de la commune pour qu'ils viennent retirer leurs cartes avant les élections. Boudal Ndiaye, banlieue dakaroise, iRadio. Midi 9 minutes, vous suivez le journal sur iRadio. iRadio, les infos d'ici et d'ailleurs. Vers une baisse du tarif des télécommunications au Sénégal avec l'entrée sur le marché des opérateurs mobiles virtuels, Sirius de l'homme d'affaires Mbakiou Faye a désormais le signal de l'ARTP pour démarrer ses activités commerciales. Le directeur général du régulateur a donc invité les grands opérateurs à leur faciliter la tâche pour garantir les conditions d'une concurrence saine au bénéfice de l'usager. Écoutons Abdou Karim Sall au micro d'Ousmane Gueye.
la RTP veillera à ce que ce partenariat ne recèle de clauses léonines qui fausseraient le libre jeu de la concurrence, pouvant aboutir à des abus de position dominante. Autrement dit, tout en encourageant que les règles du marché jouent, la RTP sera amenée à passer en revue les conventions qui lieront le MVNO à l'opérateur hôte et veillera sur les ciseaux tarifaires afin que le détaillant puisse concurrencer le grossiste dans le marché de détail, avec en toile de fond des conditions de concurrence saines et loyales. De même, dans les relations entre MVNO et opérateurs hôtes, la RTP veillera scrupuleusement à ce que toutes les règles, les délais de mise en œuvre ainsi que les droits et obligations de chaque partie soient respectés, conformément à la réglementation en vigueur et aux engagements résultant de l'appel à concurrence qui a présidé au choix des MVNO. Il s'agit en clair de dire que le lien indissoluble qui unisse les opérateurs de télécommunications conformément aux lois et règlements en vigueur et l'évolution vertigineuse de l'environnement du numérique commande aujourd'hui plus que jamais que tous les acteurs se rassemblent dans un même élan au-delà de tout clivage autour des valeurs cardinales qui régissent le secteur des télécommunications et qui résultent des textes nationaux et internationaux. Abdou Karim Sall, le directeur général de l'ARTP, à l'instant des moments difficiles pour les professionnels du bois à Kolda. Depuis le drame de Bofa-Bayotte, l'État a interdit la coupe abusive de bois, d'où leurs nombreuses difficultés. Certains qui se sont endettés auprès de leurs banques subissent beaucoup de pression parce qu'ils parviennent pas à honorer leurs engagements. Kolda, Seydou Diatta. Les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour les exploitants forestiers. La mesure portant interdiction de coupe de bois en Casamance, survenue au lendemain du drame de Bofa-Bayotte il y a juste un an, est toujours d'actualité, a fait savoir le lieutenant-colonel Babacar Dione, chef d'inspection régionale des eaux et forêts de Kolda. L'arrêté qui organise la campagne d'exploitation forestière 2019 a été signé en début janvier et la suspension du bois est toujours d'actualité, renouvelée. Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quand. Ces précisions ont été apportées au cours d'une rencontre dite de partage de contenu de l'arrêté qui définit les modalités de la campagne 2019. Babacar Dione a également saisi l'occasion pour notifier aux exploitants le quota alloué à la région concernant l'exploitation du charbon de bois. Cette année, les quotas pour ces 11 massifs s'élèvent à 391 061 quintaux à répartir entre les producteurs locaux autour d'une trentaine de GIE de blocs et de 428 organismes, coopératives et GIE affiliés à l'UNCEF. Les exploitants forestiers vivent les passes les plus sombres de leur histoire depuis un an. Même l'exception accordée à la filière charbon ne parvient pas à les délivrer de la pression bancaire. Mamadou Salif Mbalo, secrétaire national de la coopérative des exploitants forestiers. Certains sont obligés d'aller faire de la clandestinité pour non seulement nourrir leur famille, mais essayer de s'acquitter de leurs prêts bancaires. Les professionnels du bois accusent également les États voisins de profiter de nos ressources en complicité avec certains de nos compatriotes. Tout le monde sait que ce pays-là, qui n'a même pas de forêt, se permet d'ouvrir des exportations de bois qu'on nous interdit de toucher. Le chef de l'État est attendu dans les prochains jours à Kolda pour les besoins de la campagne électorale. Une ultime opportunité pour les exploitants pour solliciter la clémence et mettre terme à toutes leurs difficultés. Et Radio Kolda, c'est du Diatta. Nous quittons le sud pour le nord. Annoncé par les autorités, le dragage de la brèche de Saint-Louis suscite une grande inquiétude chez les populations de Gandiol. Elles vivent avec la psychose des événements de 2005 au cours desquels plusieurs concessions avaient été englouties par le Grand Bleu. Leur inquiétude dans cette correspondance de Momar Alisnian. Le dragage annoncé de la brèche qui fait actuellement face au village de Gandiol perturbe le sommeil des populations de cette localité. Amadou Lamine Diop est président d'une association de développement dans le Gandiolais. On est tout à fait inquiet. Tout le Gandiol est inquiet par rapport à ces histoires de dragage parce que jusqu'à présent, rien n'est clair par rapport à ce qu'ils vont faire. Pour juste rappeler, c'est en 2003 que l'ancien régime, celui d'Abdoulaye Wade, avait ouvert l'ancienne brèche la nuit du 3 au 4 octobre. Et ce qui a entraîner tous les problèmes qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu dans le passé. Je rappelle que le village de Dounbabadji est complètement parti, le village de Keur-Bernard est parti, beaucoup de maisons sont tombées en ruine dans les villages de Pilot, de Tassiner et d'autres parts. Aujourd'hui, ils nous redisent que
ils vont encore draguer la brèche. Comment ils vont le draguer? Il y en a qui disent qu'ils vont encore ouvrir une nouvelle brèche. Il y en a qui parlent d'ouverture au nord, il y en a qui parlent d'ouverture au sud. Ce qui fait que, et je rappelle ici que tous les deux ont des conséquences. Tout en espérant que leur appel sera entendu par les autorités, ces populations qui espèrent également être impliquées dans la recherche de solutions pour ce problème continuent de vivre dans la détresse. Saint-Louis, Momar Alisnian, iRadio. Le Sénégal a relevé le défi de la transparence budgétaire depuis 2012, donc très bon élève. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de l'Économie et des Finances, et cela a été possible grâce aux différentes réformes initiées. Écoutons Amadou Ba au micro de Moukal Soumba. Bien pour les acteurs étatiques que non étatiques. Au niveau de l'UEMOA, c'est bien la directive 01/2009 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, communément appelée directive mère du cadre juridique, que le Sénégal a transposée depuis 2012 dans son droit positif interne, qui fixe les règles et principes d'une gestion transparente des deniers et affaires publiques. En effet, les ressources publiques et la gestion des affaires publiques, telles que rappelées par le code de transparence, sont au cœur de l'état de droit et de la démocratie, et les principes, les règles fixées, aussi limpides et tangibles soient-ils, ne peuvent durablement être observés sans que les fondements de l'éthique et de la déontologie ne soient présents en tout être humain, a fortiori sur les décideurs et les gestionnaires qui relèvent du domaine public ou privé. Comme vous le savez, le défi de la transparence budgétaire résulte d'une manière générale d'une demande sociale pressante et permanente des citoyens, usagers du service public. Et cette demande sociale est dans le contexte actuel la chose la mieux partagée dans ce monde. Ce défi, tel qu'il ressort de l'évaluation de la transparence des finances publiques conduite par le FMI en avril 2018, le Sénégal l'a relevé depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, le bien fondé ainsi que la transparence de votre thème de discussion sur la transparence budgétaire ne sont plus à démontrer, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal en a fait un point d'attention. Les efforts d'amélioration constante de la transparence de notre système de gestion remontent aux évaluations des finances publiques, CFA, et du système de passation des marchés, CEPAR, de juin 2002, qui sont des exercices que les partenaires techniques et financiers ont eu à conduire conjointement avec toutes les parties prenantes. Les évolutions positives des scores obtenus par le Sénégal par rapport aux bonnes pratiques. Amadouba prenait part ce matin à une rencontre sur la transparence budgétaire en Afrique francophone. L'actualité internationale sur iRadio. Bonjour Bokar Al-Fakan. Bonjour Antoine Diouf. En Guinée équatoriale, un parti d'opposition demande le renvoi de Yaya Jammeh en Gambie afin qu'il soit jugé. Alors, Yaya Jammeh est installé à Mongomo, le village natal du président équato-guinéen à la frontière avec le Gabon. Depuis son arrivée en 2017 dans le pays, l'ex-président gambien n'a été que rarement aperçu en public. Le 31 décembre dernier, il est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux du chanteur Kofi Olomide en train de danser en compagnie du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo et de son fils devenu vice-président Théodorine Nguema. Alors, pour aborder un éventuel jugement de Yaya Jammeh, nous sommes avec Seydi Gassama, chef du bureau de Amnesty International à Dakar. Monsieur Gassama, bonjour. Oui, bonjour. Alors, un parti d'opposition équato-guinéen, la CPDS, a demandé hier que Yaya Jammeh rentre chez lui pour y être jugé pour des crimes qu'il aurait commis pendant qu'il était président de la République gambienne. Selon vous, si on devait traduire aujourd'hui Yaya Jammeh en justice, quelles devraient en être les modalités? Il faudrait d'abord qu'il y ait des plaintes contre Yaya Jammeh. À notre connaissance, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de plainte ni en Gambie, ni dans un autre pays. On cite beaucoup le Ghana, mais à notre connaissance, il n'y a pas encore de plainte au Ghana de la part des survivants de ce groupe de Ghanéens qui auraient été tués par l'armée gambienne dans les années, au début des années 2000. Donc, en ce moment, à notre connaissance, il n'y a pas encore de plainte. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une plainte ou des plaintes contre lui en Gambie, au Ghana ou dans un autre pays. À partir de ce moment-là, évidemment, il faudrait qu'on commence les démarches pour pouvoir obtenir son extradition vers ce pays-là. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu à la CPI et tout ça, vous pensez que Yaya Jammeh devrait être jugé en Gambie ou devant la CPI?
Il y a très peu de chances que la CPI puisse juger Yahya Jammeh. Si Yahya doit être jugé un jour, évidemment, le premier pays qui devrait pouvoir le juger, c'est la Gambie, qui est son pays, qui est le pays où il a gouverné, où il a commis l'essentiel des crimes. Mais si le gouvernement gambien ne veut pas le juger, bien entendu, n'importe quel autre pays dont les ressortissants ont perdu la vie en Gambie du fait de son régime peut demander à le juger. Vous avez vu, Hissène Habré a été jugé au Sénégal alors qu'il avait commis tous ces crimes au Tchad. Donc si le gouvernement gambien ne manifeste pas une volonté de le juger et que les survivants ghanéens portent plainte dans leur pays, le Ghana peut valablement demander à ce qu'ils soient extradés au Ghana pour être jugés. Mais le mieux encore pour la justice, parce que c'est la Gambie qui est son pays, c'est en Gambie qu'il a commis la plupart de ses crimes, le mieux pour la justice c'est qu'il soit jugé en Gambie. Mais encore une fois, il faudrait que le gouvernement gambien ait la volonté, n'est-ce pas, de le juger. Et à ce jour, et à notre connaissance, on en est encore au stade du rassemblement des preuves. Parce que vous savez que ce soit devant les juridictions nationales ou devant la CPI, il faut rassembler des preuves. Et la commission Vérité, Réconciliation et Réparation de Gambie est en train d'auditionner aujourd'hui des dizaines, des centaines de personnes, des témoins, et est en train également d'exhumer des corps, de procéder à des structures légales pour pouvoir rassembler des preuves. Il faut que ce travail de rassemblement de preuves soit continu afin qu'on ait suffisamment d'éléments pour le juger. Il ne s'agit pas de se précipiter pour le juger, il faut rassembler des preuves pour pouvoir entrer en condamnation. Seydi Gassama d'Amnesty International sur le probable jugement de Yahya Jammeh. En Côte d'Ivoire, les fils d'Houphouët-Boigny se disputent son héritage. Oui, depuis son départ de la mouvance présidentielle, Henri Konan Bédié, président du PDCI, ne rate jamais une occasion pour critiquer le RHDP au pouvoir. Hier, lors de la cérémonie de présentation de vœux aux mouvements et associations du parti, il a répondu au porte-parole du RHDP qui, 24 heures auparavant, avait fait une conférence de presse pour s'en prendre à Henri Konan Bédié. Je vous propose d'écouter Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP lors de sa conférence de presse mardi. Ses propos sont recueillis par la chaîne locale des News. Adressant aux militants de son parti réunis le samedi 26 janvier dernier à Daoukro, le président Bédié a dit entre autres: l'esprit de Félix Houphouët-Boigny se trouve ici et nulle part ailleurs. Les membres du RHDP, qui sont des fils adultérins de l'oufouettisme, sont de l'autre côté. Le RHDP est le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Le RHDP a tenu à organiser la présente conférence de presse pour se pencher spécifiquement sur ces propos tenus par le président Henri Konan Bédié en réaction à son congrès ordinaire. Des propos somme toute choquants et d'une gravité inouïe qui n'honorent pas celui que nous avons toujours considéré comme un sage. Dans sa volonté de faire mal, il va jusqu'à tenir des propos offensants pour la mémoire du président Houphouët-Boigny, en taxant ce dernier d'avoir laissé à la postérité des fils adultérins. Mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP s'interroge. Entre un prétendu fils légitime qui a commis le parricide dès son avènement au pouvoir et un fils adultérin qui a choisi d'immortaliser Houphouët-Boigny en créant un parti qui porte son nom, entre les deux, dis-je, qui est en réalité le fils légitime? Alors, hier, devant ses militants, Henri Konan Bédié a mis un point d'honneur à répondre au porte-parole de la mouvance présidentielle. Ses propos sont recueillis par PDCI 24 TV. Les tenants du parti unifié RHDP ont peur et ne font qu'enchaîner meetings et conférences de presse pour échapper aux critiques sur la création de ce parti. Chers membres des mouvements, associations et autres groupes de soutien au PDCI RDA, ne répondez pas aux attaques gratuites des tenants du parti unifié. Quoi que fassent les tenants du parti unifié, ils ne seront jamais les héritiers légitimes du père fondateur de Félix Houphouët-Boigny. Ils ne seront jamais les héritiers légitimes que nous sommes. D'ailleurs, la population rejette le RHDP unifié.
Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto est accusé d'insurrection et d'hostilité à la partie. Alors, pas moins de 8 chefs d'accusation sont retenus contre l'opposant camerounais, arrivé deuxième à la présidentielle selon les résultats officiels. Maurice Kamto, arrêté lundi soir après des manifestations non autorisées de son parti. Selon ses avocats, il va faire l'objet d'une enquête pour attroupement, rébellion en groupe, hostilité à la patrie, insurrection, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection et complicité. L'un de ses avocats, maître Sylvain Souop, a confié à l'agence France Presse que Maurice Kamto fait confiance à la justice, qu'il va bien et qu'il a le moral, avant de dénoncer une qualification des faits avant même que les mises en cause n'aient été entendues. Lors d'un point de presse également repris par l'AFP, le parti de Maurice Kamto, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a démenti avoir organisé samedi des manifestations à l'étranger durant lesquelles plusieurs ambassades en Europe ont été saccagées par des manifestants. Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle de fin octobre 2018, plusieurs manifestations non autorisées ont été organisées par le MRC contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral. Selon les résultats du Conseil constitutionnel, l'ex-candidat du MRC est arrivé deuxième avec 14,23% des suffrages, derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif avec 71,2% des voix. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de iRadio. Bonjour Seydina Abagay. Bonjour Antoine. Basket convoité par la France, le pivot Youssoupha Fall a été présélectionné pour la première fois avec le Sénégal. Effectivement Antoine, c'est l'une des grosses attractions de la liste d'Abdourahmane Ndiaye Adidas en vue du tournoi d'Abidjan. Naturalisé français en 2017, le joueur avait choisi de jouer pour la France, mais la FIBA avait rejeté sa demande de naturalisation sportive parce qu'il avait joué et gagné la CAN U18 avec le Sénégal. Aujourd'hui attendu en équipe nationale A, Youssoupha Fall peut dynamiser le secteur intérieur des Lions. C'est en tout cas l'avis de Mor Bassignan. Le journaliste sportif précise toutefois que le pivot est encore loin du niveau de Gorgui Sy Dieng. Actuellement, l'arrivée de Youssoupha ferait du bien au secteur intérieur de l'équipe. Vu qu'on a quelques blessés avec Amady Ndiaye qui est blessé, Gorgui Sy Dieng qui est retenu par ses obligations en NBA. Donc l'arrivée de Youssoupha pourrait renforcer ce secteur intérieur des Lions, où on retrouve des joueurs comme Youssou Ndoye, Cheikh Mbodj et Babacar Touré qui fait aussi son retour depuis les préparatifs de la Coupe du Monde 2014 en Espagne. Donc sa venue pourrait redynamiser ce secteur intérieur des Lions, sachant qu'on a juste besoin d'une victoire pour se qualifier. Et cette phase-là pourrait être synonyme de test, mais aussi de préparation pour la Coupe du Monde. Je pense que dans toute sélection, il y a une hiérarchie. Au Sénégal, si on a Gorgui Sy Dieng, après Gorgui, on peut dire que c'est Youssou Ndoye. Et d'habitude, en équipe nationale, si Youssou Ndoye et Gorgui sont là, Gorgui joue comme 4. Donc, Youssoupha, c'est un jeune joueur, il est talentueux. Il a remporté l'Afrobasket U18 en 2012, mais il est encore loin de Gorgui, de Youssou Ndoye, de Cheikh Mbodj. Ces gens-là ont beaucoup plus d'expérience que lui. Il va apporter sa fougue de jeunesse, mais aussi il va essayer d'apprendre au cours de ses années. Mais bon, il est encore un peu loin de ses cadres de l'équipe nationale. Le mercato des Lions, c'est du football. Mbaye Diagne à Galatasaray, pendant que Paris Saint-Germain s'impatiente pour Idrissa Gana Gueye. Les dirigeants parisiens ont même demandé aux joueurs de mettre la pression sur la direction d'Everton pour que le transfert puisse être bouclé avant la fin du mercato. Le but est surtout de faire céder son entraîneur Marco Silva qui refuse de se séparer de son milieu de terrain. Une position qui pour le moment bloque la finalisation des négociations entre le Paris Saint-Germain et Everton. Un transfert attendu donc depuis plusieurs jours mais qui tarde à être finalisé. Ce qui n'était pas attendu par contre, c'est le transfert de Mbaye Diagne de Kassim Passa à Galatasaray. Le Sénégalais, meilleur buteur des championnats européens, a été recruté pour la somme de 8 milliards de francs CFA. Auteur de 20 buts cette saison, il est le meilleur artificier en Europe en championnat. Il devance Lionel Messi, qui en est à 19 buts, et Kylian Mbappé, 18 buts. Mbaye Diagne aura un salaire d'1,5 milliard par an pour un contrat qui court jusqu'en 2023. Mercato toujours, Florentin Pogba, Atlanta, Sorikaba, pisté par Dijon.
Nous parlons du Sili national, bien sûr, annoncé depuis quelques jours au club football de Elche. Le frère de Paul Pogba se serait finalement mis d'accord avec le club d'Atalanta United. Après le championnat de France où il s'est révélé avec Saint-Etienne, Florentin Pogba devrait découvrir la meilleure soccer league américaine pour une nouvelle aventure. Pendant ce temps, son coéquipier en équipe nationale, Sori Kaba, est convoité par des clubs français. Elche a d'ailleurs reçu une offre de près de 2 milliards de francs CFA venus de Dijon. Mais pour le club de division 2 espagnol, il faudra une offre supérieure à 2,6 milliards de francs CFA pour que le Guinéen puisse être libéré. Lutte avec frappe, plusieurs combats sont annoncés par la presse et les promoteurs, mais sans aucune trace au CNG. Effectivement, aucune trace au CNG. Des combats comme Eumeu contre Modou Lô, Boy Niang 2, Lac 2, sont entre autres les affiches majeures annoncées et attendues. Cependant, leur officialisation n'a pas été actée malgré l'engouement des supporters et des amateurs de lutte. Prétexte choisi par Sékou Seydi pour s'intéresser au circuit obligatoire pour l'officialisation d'un combat de lutte. Comment un combat devient officiel? La réponse, c'est avec Tchernoka, vice-président du CNG en charge de la lutte avec frappe. Il est au téléphone de Sékou Seydi. L'officialisation est très simple. Il faut tout simplement que le promoteur et les deux managers se rendent au CNG pour signer tous les papiers afférents au combat, c'est-à-dire prendre le contrat de concession, etc. et pour que le combat soit officiel. Mais maintenant, lorsque les promoteurs sont en négociation avec des lutteurs, rien ne les empêche de parler de ce combat-là, même si il n'est pas officiel. C'est pour la promotion d'une affiche, mais le combat n'est pas officiel. Natation maintenant, le torchon brûle entre la Fédération sénégalaise et le collectif des anciens nageurs du Sénégal. Effectivement, à travers un communiqué, le collectif accuse la bande à Maguette Dieye de mauvaise gestion à la tête de la fédération. Le démenti n'a pas tardé puisque le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de natation et sauvetage affirme que le moment est mal choisi pour créer la division au sein de la famille de la natation. Les détails, c'est avec Sékou Seydi. Falsification de documents administratifs liés à la fraude sur l'âge, détournement des cotisations d'assurance des petites catégories, la création de clubs fictifs, détournement de bourses de nageurs. Le collectif des anciens nageurs et sympathisants du Sénégal accuse la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage. Maguette Dieye, premier vice-président de la dite fédération, bat en brèche toutes ces affirmations. Ce ne sont pas des accusations fondées. On a nos licenciés qui nous viennent pour la plupart des clubs et qui nagent toute la saison. Et avec un extrait de naissance en bonne et due forme, et plus les photos, l'extrait, etc. Et surtout, il faut dire qu'on a fait la saison sans problème. Il parle d'une bourse, c'est une bourse du comité olympique, donc ça n'a rien à voir avec la fédération. Le développement de la natation et du sauvetage doit être le combat de tous les acteurs, selon Maguette Dieye. C'est le seul pays africain où la FINA a décidé d'installer un centre à plusieurs centaines de millions. Et c'est déjà signé par la mairie de Dakar et la fédération. Et sous peu, d'ici quelques jours, une semaine, 2 semaines, on doit démarrer le centre. Donc on ne comprend pas que maintenant que tout le monde est au courant du centre, un petit groupe décide de communiquer sur la gestion de la fédération. Bon, il n'y a pas certains qui sont derrière eux. Les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 ont rendez-vous que la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage ne prend pas à la légère. Nous, on n'a même pas attendu les JOJ pour commencer à travailler. On a un groupe qu'on appelle Élite Jeunes et ils ont démarré depuis plus de 6 mois. C'est ceux qui ont entre 12 et 14 ans. Ils ont démarré depuis le début de la saison et au mois de décembre, on était à Saint-Louis pour un stage de pratiquement une semaine pendant les vacances de Noël pour les préparer. Maguette Dieye appelle les acteurs de la natation et du sauvetage de s'unir pour le développement de la discipline au Sénégal. C'est sur ce point que se ferme la page des sports. La suite du Midi King, comme d'habitude avec vous, Antoine Diouf. Merci Seydina Abagay. L'info en continu sur www.imedia.sn. L'autre info sur la maladie d'accident vasculaire cérébral, l'AVC, qui fait beaucoup de ravages au Sénégal. Les victimes sont très nombreuses et leur prise en charge est très coûteuse. Un sujet réalisé dans la banlieue dakaroise par Mamadou Lamine Fati. Des gémissements à n'en plus finir,
dans une atmosphère douloureuse. Difficile de tirer un mot du malade. Les paroles se perdent en l'air. À Lansar Diamaguène, la famille Diaw tient quand même à témoigner. La maman, là, bonjour, elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée, on a vu qu'elle ne pouvait plus parler ni marcher. Donc la première chose à faire, c'est de l'amener à l'hôpital. Elle était dans le coma durant 2 jours. Lorsqu'elle s'est réveillée, on l'a ramenée à la maison. On s'est rendu compte que la maman ne peut pas parler. Elle avait aussi une paralysie. La partie gauche est paralysée. Une prise en charge très difficile du malade qui demande beaucoup de patience. Pour la prise en charge, c'est pas facile. Avoir une maman qui ne peut rien faire seule. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec l'appui de nous, ses fils. Donc même pour aller aux toilettes, donc c'est nous qui le gérons. Au moins pour qu'elle fasse ses besoins. Pour la famille Mendy, même situation. Seulement leur mère a succombé de cette maladie. Elle disait qu'elle avait mal à la tête et si elle était partie à l'hôpital, ils pouvaient détecter que c'était un problème de tension. Mais elle s'est levée un beau matin pour faire la lessive et elle a fait une chute. Depuis, elle est tombée dans le coma. Elle n'a pu parler à personne, même à ses enfants. C'est vraiment difficile. De la famille Diaw à Lansar Diamaguène, à la famille Mendy à Guédiawaye, seul le courage et la prière restent leur dernier recours. Mamadou Lamine Fati, Guédiawaye, iRadio. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour est passée en revue par Ousmane Gueye. Qui donc aura le soutien de Khalifa Aboubacar Sall le 24 février? Tout semble indiquer que ça va être Idrissa Seck, le candidat de Rewmi, sorti gagnant des tractations tous azimuts avec l'ex-maire de Dakar. C'est en tous les cas ce que rapporte Sud Quotidien ce 31 janvier. D'après les confrères, des sources dignes de foi soutiennent que les deux hommes ont pu trouver un accord. Seulement, dans le camp du socialiste, d'autres proches, même s'ils ne démentent pas, ne confirment pas pour autant, préférant attendre la décision de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout en cherchant à décrocher Cheikh Bamba Dièye, l'ancien premier ministre de Abdoulaye Wade a pu, en l'espace de quelques jours, obtenir le oui de Malick Gakou. Le patron du grand parti allonge donc la liste des soutiens à Idrissa Seck, titre Les Échos. Du côté de la mouvance présidentielle, ça bouge également. Après Aïssata Tall Sall, une autre recalée du parrainage débarque. Elle s'appelle Amsatou Sow Sidibé. Amsatou, dans le quart de Macky Sall, l'information est donnée par Le Quotidien. Mais à lire le journal, c'est un ralliement qui a tout l'air d'une diversion. Ah oui, pendant que les regards sont tournés vers Bambey, attendant que Aïda Mbodj sorte du bois pour rejoindre le Macky, enfin attendant son officialisation, voilà que l'universitaire se signale. Et la maire de Podor, qui a fait les unes ces jours-ci, s'est-elle bien installée? Ce qui est sûr, c'est que ses pourfendeurs sont avertis. Les pourfendeurs, ou plutôt les imposteurs. Ce qui fâche Aïssata Tall Sall, comme le relèvent Les Échos, c'est une vidéo qui circule où un monsieur se fait passer pour son oncle en brandissant une photo de la défunte maman de l'avocate. Les critiques, les calomnies et même les injures, je peux pardonner, mais qu'on mêle la mémoire de sa défunte mère à ce débat où elle n'a rien à faire, ça, non. Aïssata ne l'acceptera pas. Pour preuve d'ailleurs, informe Les Échos, elle va porter l'affaire devant les tribunaux. Ali Ngouille Ndiaye va-t-il également porter plainte? Le ministre de l'Intérieur ne l'a pas encore dit. Mais ce qui est clair, il n'apprécie pas du tout ce don de gilet aux journalistes. Conséquence, l'organisateur en chef de la présidentielle a tout simplement annulé la cérémonie de remise qui devait avoir pour cadre le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Alors que Enquête invoque un risque de contagion au Sénégal avec le phénomène des gilets jaunes en France, Source A pu obtenir de Ali Ngouille Ndiaye la raison officielle de cette annulation. Elle tient en une question, mais qu'est-ce que le drapeau américain vient faire dans notre élection? Si les journalistes sénégalais veulent être dotés de gilets, pourquoi ils ne s'orientent pas vers l'État du Sénégal qui peut leur en fournir, se demande encore le premier flic du pays. À la page 6 de la Tribune, des nouvelles de Omar Sarr, Mamadou Diop Decroix et Pape Diop convoqués par Abdoulaye Wade à Paris en perspective de la présidentielle. Ils prennent le
chemin du retour à Dakar ce jeudi pour sûrement travailler à dérouler la stratégie du Parti démocratique sénégalais. C'est d'ailleurs ce que révèle le journal qui souligne que Sarr, Diop Decroix et l'autre Diop, Pape, rentrent avec un plan de combat validé par le pape du Sopi. Abdoulaye Wade, justement, zappé lors de la réception officielle du building administratif qui vient d'être rénové. C'est le constat de la tribune selon qui le président de la République, saluant à Mamadou Dia, le grand homme d'État, a fait le grand écart entre l'ancien président du Conseil et Abdoulaye Wade. Macky Sall ne tarit pas d'éloge à l'endroit du Maodo. Titre source A, Macky Sall immortalise Mamadou Dia. Écrit Sud Quotidien, Mamadou Dia ressuscité pour le quotidien pendant que Enquête relève simplement l'hommage de Macky Sall à Mamadou Dia. En sport, l'hommage pour ainsi dire de stade à Sadio Mané et de 10 pour l'international sénégalais s'exclame le quotidien du sport à sa une. Oui, Sadio a atteint 10 buts dans le championnat anglais pour la 7e fois. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Le M23 se souvient de Mamadou Diop 7 ans après sa mort et en cette période de pré-campagne, le mouvement du 23 juin appelle à la paix pour éviter qu'il y ait encore mort d'homme avec de possibles manifestations de l'opposition. Élection présidentielle de février 2019, c'est le temps des ralliements. Après El Hadj Malick Gakou, Amsatou Sow Sidibé décide de se ranger derrière Idrissa Seck. La campagne électorale pour la présidentielle s'annonce. Des citoyens craignent des scènes de violence au regard du lourd climat politique qui règne dans le pays. Ils appellent la paix de tous leurs vœux. Kolda, c'est la galère pour les exploitants forestiers. L'interdiction de la coupe de bois est passée par là. Depuis le drame de Bofa Bayotte, l'État a réorganisé le secteur. Dans le domaine des télécommunications, cette bonne nouvelle pour les usagers, l'on s'achemine vers la baisse du tarif du téléphone. C'est l'entrée des opérateurs mobiles virtuels sur le marché qui va entraîner ce changement. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec. Réalisation Mohamed Kandji à la vidéo Colossissé. Voici Salimto. Après, ce sera 2h19 et Dialgati Hibar. 13h, rendez-vous avec Hassan Top pour la grande édition en Wolof. Excellent après-midi à toutes et à tous. لم يكن مرتيا